La puberté précoce, diagnostic et prise en charge. Un cours destiné aux étudiants de deuxième année du deuxième cycle des études médicales. Alors les objectifs sont les suivants. Définir une puberté précoce et une puberté avancée chez les deux sexes. Préciser la classification des pubertés précoces. Établir le diagnostic positif d'une puberté précoce chez les deux sexes en se basant sur les données anamnéstiques cliniques et paracliniques. Établir le diagnostic étiologique d'une puberté précoce en se basant sur les données anamnéstiques cliniques et paracliniques, et enfin planifier les principes de prise en charge thérapeutique ainsi que les éléments de surveillance d'une puberté précoce chez l'enfant en fonction de l'étiologie et du sexe. Donc, on commence par un rappel physiologique. Donc, il faut savoir que le développement des caractères sexuels secondaires de la fille commence par l'apparition du développement mammaire qui va se faire à un âge moyen donc, de 11 ans à peu près. Puis, va apparaître la pilosité pubienne et par la suite, 12 à 18 mois plus tard, c'est l'apparition de la pilosité axillaire avec une modification des organes génitaux externes et les premières règles, soit la ménarche, va se voir à un âge moyen donc de 12 ans et demi, soit 2 ans après l'apparition des seins. Et on va pouvoir donc évaluer le stade pubertaire chez la fille grâce au stade donc, de Tanner. Le développement des caractères sexuels secondaires chez le garçon débute par l'augmentation du volume testiculaire qui va se faire à un âge moyen à peu près de 12 ans. Le volume testiculaire donc, va dépasser en taille donc, un grand axe qui va dépasser les 30 ou 20 mm. Secondairement, il y aura une apparition de la pilosité pubienne et un allongement de la verge, un âge moyen de 13 ans. Et chez le garçon, il est fréquent d'observer une gynécomastie transitoire. Et pareil, donc voici les stades donc, de Tanner et on va évaluer le développement des gonades grâce à la lettre donc, G et on va à la côté de G1 jusqu'à G5. Le volume testiculaire au stade du G2 donc, dépasse le volume, donc, les 3 millilitres. Le deuxième point important quand on évalue la puberté, c'est l'évaluation de la croissance, puisque donc, la puberté s'accompagne d'un pic de croissance donc, statural qui va se faire vers l'âge de 13 ans chez le garçon et 11 ans chez la fille. Et l'analyse en fait de la courbe de croissance et de la vitesse de croissance, elle a un intérêt crucial dans l'évaluation clinique de la puberté. Le troisième point qui est très important quand on parle de puberté, c'est la maturation osseuse, puisqu'il y aura une progression de l'âge osseux. On va utiliser surtout la méthode de Grelich-Lepaille chez l'enfant pour évaluer donc, la maturation osseuse grâce à des radiographies donc, du poignet et de la main gauche. Donc, en résumé, il existe 3 éléments fondamentaux, à savoir l'apparition des caractères sexuels secondaires, l'accélération de la vitesse de croissance et bien sûr l'accélération de la maturation osseuse. Et donc, quand on est face à une évaluation pubertaire chez l'enfant, il faut se rappeler qu'il y a 3 éléments à analyser. C'est analyser la courbe de croissance, c'est analyser bien sûr et calculer l'âge osseux et bien sûr préciser donc, les stades donc, de Tanner. Maintenant, on passe à la puberté. Donc, pour parler de la puberté donc, précoce, après ce rappel physiologique, donc, il faut savoir que la définition de la puberté précoce, elle est un peu variable selon donc, les écoles, mais la définition la plus adoptée, c'est la définition francophone qui parle d'une apparition de caractères sexuels secondaires chez la fille avant 8 ans et chez le garçon avant 9 ans. Il faut savoir que c'est une pathologie qui est largement plus fréquente chez la fille que chez les garçons, avec un sexe ratio, comme vous le voyez, 6 filles pour un garçon. Et on va distinguer entre 3 groupes importants de puberté précoce. Donc la puberté précoce centrale, dite vraie, puisqu'elle est secondaire à une activation prématurée des mécanismes hypothalamo-hypophysaires du déclenchement de la puberté. Les pseudo-pubertés précoces qui peuvent avoir
une origine gonadique ou surrénalienne. Donc, ce n'est pas l'axe hypothalamo-hypophysaire, c'est au niveau périphérique. Et ces pubertés peuvent être iso- ou hétérosexuelles. Et une entité qui est plus ou moins fréquente, qui est la puberté précoce dissociée, c'est quand on a l'apparition d'un seul caractère donc sexuel qui reste isolé. Il faut savoir que les pubertés précoces centrales sont souvent idiopathiques chez la fille, 90% des cas, et elles sont plutôt plus organiques chez le garçon. Donc il faut s'acharner chez le garçon à rechercher une cause organique. Donc voici un schéma qui vous montre en fait la physiopathologie donc des pubertés précoces avec les différents mécanismes. Donc il peut s'agir d'une puberté précoce centrale, c'est lorsqu'on a une activation en fait de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc une activation qui est prématurée avec sécrétion de LH et FSH et stimulation des gonades. Donc ça, c'est l'étiologie centrale. Les autres causes, ce n'est pas des étiologies centrales. Donc l'axe hypothalamo-hypophysaire n'est pas stimulé. Ce n'est pas une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais il peut s'agir soit d'un syndrome d'autonomie gonadique. Il y a des maladies donc, génétiques qui donnent donc, une autonomie gonadique, que ce soit pour l'ovaire ou le testicule. Il peut s'agir d'une tumeur gonadique qui va sécréter donc soit l'œstradiol, soit la testostérone, soit les deux. Il peut s'agir ni de l'axe hypothalamo-hypophysaire ni des gonades, mais c'est la surrénale, donc c'est donc les androgènes surrénaliens, donc c'est la pseudo-puberté précoce surrénalienne, comme il peut s'agir ni de l'un ni de l'autre, et c'est l'apport donc en fait de stéroïdes exogènes. Donc, cette activation prématurée de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec sécrétion de GnRH qui doit être pulsatile pour stimuler donc, les gonadotrophines et bien sûr induire l'activation donc, des gonades. Il faut savoir que les mécanismes de ce déclenchement n'est pas bien élucidé, mais il y aurait des facteurs donc, génétiques et il y aurait des facteurs donc, environnementaux qui sont incriminés dans ce déclenchement précoce de cet axe hypothalamo-hypophysaire dans les pubertés précoces centrales, puisque là je parle des pubertés précoces centrales. Alors, les signes, donc là, on va passer à l'analyse sémiologique des pubertés précoces. Donc, on va commencer par l'interrogatoire. Donc, toujours devant un enfant qui se présente pour l'apparition précoce de signes pubertaires, préciser s'il y a la notion de prise médicamenteuse au cours de la grossesse chez la mère. Donc, surtout la prise de progestatifs qui sont en fait transformés en androgènes chez le fœtus et peuvent induire une virilisation. La notion de crise génitale à la naissance, la consanguinité, puisqu'il y a des facteurs familiaux, il y a même des maladies qui sont donc génétiques dans les différentes causes de puberté précoce. Il faut toujours préciser l'âge de la puberté des parents, l'existence de cas similaires dans la famille, l'âge d'apparition des premiers signes exactement. Si l'enfant il est là aujourd'hui avec un signe pubertaire, il faut toujours demander l'âge exact de l'apparition des premiers signes et bien sûr un questionnaire médical qui va faire donc le tour des antécédents médicaux chirurgicaux de l'enfant. Donc, à l'examen clinique, il faut établir les stades de Tanner et préciser leur progression. Si l'enfant il est vu aujourd'hui, il faut donc préciser le stade et s'il est vu après 6 mois par exemple, il faut donc analyser la progression. Est-ce qu'il passe rapidement d'un stade à un autre? Il faut établir le caractère, essayer en fait d'établir le caractère central ou non de ce développement pubertaire, puisque surtout chez le garçon, on sait que l'augmentation des volumes testiculaires signe le caractère central de la puberté précoce. Dans toutes les causes périphériques, il n'y a pas d'augmentation des volumes testiculaires. On peut cependant avoir une augmentation secondaire à une masse testiculaire, mais ce n'est pas l'augmentation donc bilatérale, donc sans qu'il y ait une masse, donc comme on l'observe dans les pubertés précoces centrales. Et toujours rechercher des signes associés qui peuvent orienter vers l'étiologie, donc une dysmorphie faciale, l'existence d'autres anomalies endocriniennes, les anomalies neurologiques, donc l'HTIC qui peut constituer une cause de puberté précoce centrale, l'existence de troubles visuels,
de troubles de la soif, un syndrome polyuropolydiptyque, une asymétrie hémicorporelle, des taches caféolées, etc. C'est des signes qu'on peut retrouver surtout dans les différentes causes centrales. Alors, donc, chez la fille, donc, on va coter le développement donc, du volume des seins, donc de S1 à S5, avec bien sûr la présence du tissu glandulaire. Donc, il y aura une hyperpigmentation des aéroles. Un aspect humide et rosé de la muqueuse vaginale traduit une oestrogénisation donc, de la muqueuse vaginale. Il faut toujours examiner donc, la vulve à la recherche de leucorrhée ou bien de métrorragie. Et bien sûr, donc estimer donc le développement donc de la pilosité et le développement de la pilosité pubienne. Et toujours chez la fille, il faut rechercher les signes de virilisation, à savoir une pilosité abondante, une hypertrophie du clitoris, la présence d'une acné, d'une rosité de la voix qui signe une puberté précoce, une pseudo-puberté précoce hétérosexuelle. Donc là, il ne faut pas oublier que les pubertés précoces centrales, elles sont toujours isosexuelles. Elles miment donc une puberté normale physiologique. C'est juste un âge qui est avancé par rapport à l'âge normal de la puberté. Dans les causes périphériques, on peut avoir soit une puberté ou hétérosexuelle. Chez le garçon, donc, on va estimer l'allongement de la verge, la pigmentation et le plissement du scrotum, l'apparition d'une pilosité pubienne puis axillaire, la présence d'acné et toujours mesurer le volume donc, du testicule, c'est très important. On peut utiliser l'orchidomètre de Prader et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'augmentation du volume testiculaire, je le répète, c'est un signe donc, du caractère central de la précocité pubertaire chez le garçon. Chez les deux sexes, il faut bien sûr établir la courbe de croissance, c'est très important puisque l'accélération de la vitesse de croissance, c'est un signe important et qui peut précéder de plusieurs semaines l'apparition des signes pubertaires. Vous voyez sur la courbe d'une fille, et ça c'est très important, donc, et c'est très fréquent chez la fille, on peut avoir donc une accélération, comme vous voyez, de la vitesse de croissance naturelle avec une avance de l'âge osseux qui a précédé en fait l'apparition des premiers signes donc, pubertaires cliniquement. Donc les examens complémentaires, donc il va falloir faire bien sûr une évaluation hormonale. On va mesurer donc les stéroïdes sexuels, la testostérone chez le garçon et l'œstradiol chez la fille. On peut pratiquer un frottis vaginal chez la fille, mais ce n'est pas un examen indispensable. Et il faut doser les gonadotrophines de base. Il faut savoir que les gonadotrophines de base peuvent être normales et c'est d'où l'importance, bien sûr, de réaliser le test au LHRH qui va se positiver dans les pubertés précoces centrales. Donc, un test positif, c'est quoi? C'est quand on a une stimulation des gonadotrophies avec un pic de LH qui va dépasser le pic de FSH avec un rapport donc pic LH sur pic FSH qui est supérieur à 1 et le pic ou bien un pic de LH, donc plus simplement, qui va dépasser 5 unités par litre entre l'âge de 3 et 8 ans. Il faut savoir qu'on va doser donc, à peu près chaque 30 minutes donc, le LH en réponse bien sûr à l'administration de la LHRH et il suffit d'avoir un pic qui va dépasser les 5 unités pour dire qu'il y a une positivation de ce test. L'évaluation radiologique, elle est importante afin d'évaluer la maturation osseuse grâce à l'estimation de l'âge osseux. La méthode la plus utilisée, c'est la méthode de Correlly-Shepine. Et bien sûr, chez la fille, il faut pratiquer donc l'échographie pelvienne pour préciser la longueur utérine qui, dans les étiologies centrales, va dépasser les 35 mm. Donc, il y aura un changement de la forme de l'utérus avec un rapport col-corps qui va augmenter, la présence d'un renflement phallique, rechercher la présence d'une lignée de vacuité utérine qui traduit la stimulation endométriale, toujours examiner les ovaires, préciser leur volume et la présence ou non de follicules et rechercher une masse donc abdominopelvienne, surtout une masse surrénalienne si on suspecte donc une tumeur surrénalienne. Donc l'échographiste bien sûr devra être avisé donc par rapport à ces signes qu'il faut rechercher. Chez le garçon,
on peut, si l'on suspecte donc une tumeur testiculaire, donc pratiquer une échographie testiculaire. Alors, l'IRM hypothalamo-hypophysaire, il faut savoir que à chaque fois qu'on va poser le diagnostic d'une puberté précoce centrale avec un test ORH positif, il est obligatoire de faire une IRM hypothalamo-hypophysaire pour rechercher une lésion hypothalamo-hypophysaire. Il faut savoir que sa prévalence elle est augmentée chez le garçon. 40 à 90% des pubertés précoces centrales chez le garçon sont organiques, donc il y a une anomalie à l'IRM et elle est beaucoup moins fréquente donc chez les filles puisque sa prévalence elle est de l'ordre de 8 à 33% dans les pubertés précoces centrales chez la fille. Mais dans tous les cas, si on fait le diagnostic d'une puberté précoce centrale, il faut pratiquer une IRM. Et bien sûr, c'est une IRM qui va préciser l'aspect morphologique de l'antéhypophyse et surtout rechercher une tumeur hypothalamo-hypophysaire. Donc, il y a d'autres examens complémentaires qu'on va demander en fonction de l'orientation étiologique. Par exemple, le dosage des androgènes surrénaliens, quand on est face à une fille qui présente des signes de virilisation. Le testosynactène, si on suspecte une hyperplasie congénitale des surrénales. Les marqueurs tumoraux, si l'on suspecte des tumeurs donc gonadiques, surtout les tumeurs testiculaires chez le garçon. On passe maintenant aux étiologies des pubertés précoces. Donc, on commence par les pubertés précoces centrales. Donc, on va distinguer trois groupes étiologiques. Les lésions cérébrales tumorales, les lésions cérébrales non tumorales et les pubertés précoces centrales idiopathiques. C'est lorsqu'on n'a pas de lésion à l'IRM. Donc, pour les lésions cérébrales tumorales, donc, la tumeur la plus fréquente, c'est l'amartome, qui est une tumeur bénigne, qui n'est pas évolutive, qui ne nécessite pas de traitement chirurgical dans la majorité des cas, et qui traduit le caractère organique de la puberté précoce centrale, et bien sûr, indique le traitement prénatal, on va voir ça plus tard. Il peut s'agir de tumeurs plus graves, comme le gliome. Le gliome donc, va être fréquent chez les enfants qui présentent une neurofibromatose de type 1, donc il faut chercher toujours à l'examen des taches caféolées. Donc les autres tumeurs sont plus rares, l'astrocytome, le neurofibrome, les tératomes. Les lésions cérébrales non tumorales, donc la plus fréquente parmi ces lésions, c'est l'hydrocéphalie. Il y a aussi les encéphalites post-infectieuses, les séquelles de méningite bactérienne ou tuberculeuse, donc les séquelles de traumatisme crânien grave ou de radiothérapie cérébrale. Et il faut savoir que quand l'IRM ne montre pas de lésion, on va retenir le diagnostic d'une puberté précoce centrale idiopathique qui représente 80% des pubertés précoces centrales chez les filles et 20% seulement donc, des pubertés précoces centrales chez le garçon. Il faut savoir que les pubertés précoces centrales donc idiopathiques ont le plus souvent un caractère familial, donc il faut rechercher d'autres cas donc, dans la famille. Ça, c'est pour vous montrer que dans une étude qui a colligé 359 enfants présentant une puberté précoce centrale, donc vous voyez les causes, donc les amartomes, ça vient en premier lieu, c'est 19%, suivi des hydrocéphalies, des gliomes et 44%, il n'y aura pas donc de pathologie, une IRM qui est normale, donc le diagnostic d'une puberté précoce centrale idiopathique. Voici donc quelques plaques d'IRM qui vous montrent les lésions hypothalamiques qu'on peut retrouver. Ça, c'est un amartome hypothalamique. Ça, c'est une hydrocéphalie avec l'aspect en chou-fleur, avec un kyste arachnoïdien. Vous voyez là un germinome et là un gliome, donc des voies optiques. Donc, on a vu les étiologies des pubertés précoces centrales. Maintenant, on va passer aux étiologies des pseudo-pubertés précoces. Donc, elles peuvent être virilisantes. Elles sont isosexuelles chez le garçon et hétérosexuelles chez la fille. Donc, les causes, la première cause, c'est l'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 20 hydroxylase ou par déficit en 11 bêta-hydroxylase. Ça, c'est une pathologie qui est fréquente donc, sous notre contexte, puisqu'elle est une maladie à transmission autosomique récessive et en raison du taux important de consanguinité dans notre pays, il faut savoir que l'hyperplasie congénitale des surrénales est fréquente dans notre pays.
Donc plus rarement, il peut s'agir de tumeurs virilissantes, que ce soit de la surrénale ou des gonades ou de tératons. Donc, les pseudo-pubertés précoces peuvent être féminisantes. Donc, elles sont isosexuelles chez la fille et hétérosexuelles chez le garçon. Donc, les causes, c'est le corticosurrénalum féminisant avec la sécrétion d'oestrogènes, les tumeurs ovariennes, et il y a les causes iatrogènes, c'est tout simplement l'absorption répétée de contraceptifs oraux. Il y a parfois des enfants, surtout les petites filles, qui peuvent donc avaler des comprimés, des tablettes donc d'œstroprogestatifs chez de la mère. Donc, il faut toujours avoir cette notion dans la tête et poser la question à la maman. Alors, une autre cause de pseudopuberté donc précoce, c'est les autonomies gonadiques. Donc, chez le garçon, donc il y a une maladie qui s'appelle donc la testotoxicose. Donc, c'est le testicule qui va fabriquer des quantités importantes de testostérone sans qu'il y ait de stimulation glucocentrale, c'est autonome. Et une autre maladie qui est fréquente dans les deux sexes, c'est le syndrome de McCune et Albright. C'est un syndrome d'autonomie donc gonadique. Le syndrome de McCune et Albright, il est caractérisé par une triade. C'est la présence donc de taches cutanées qui sont en carte géographique assez évocatrice. C'est la présence de dysplasie fibreuse des os, qu'on peut voir donc sur les radiographies, comme vous voyez là, donc les lésions de dysplasie fibreuse, et bien sûr la présence donc d'une puberté précoce d'origine en fait gonadique, que ce soit ovarienne ou testiculaire. Donc c'est un syndrome d'autonomie gonadique qui est d'origine génétique. Donc la troisième entité, c'est la puberté précoce dissociée. On a dit qu'il s'agit du développement d'un seul caractère donc sexuel secondaire, sans qu'il y ait d'accélération de la vitesse de croissance et sans qu'il y ait d'avance de la maturation osseuse. On distingue la prématurité large, qui est le développement isolé des seins, qui se voit chez la fillette entre l'âge de 1 et 3 ans, et qui fait parfois suite à l'intumescence mammaire postnatale qui peut persister jusqu'à 18 mois. L'évolution, elle se fait le plus souvent vers l'âge de la régression spontanée, mais il faut surveiller ces filles-là. La prémature pubarge, c'est quand on a une pilosité pubienne précoce, mais sans qu'il y ait d'élévation précoce des androgènes surrénaliens, et qu'il va falloir différencier donc d'une forme d'hyperplasie congénitale des surrénales. Et enfin, il peut s'agir beaucoup plus rarement d'une prémature ménarche, c'est une hémorragie génitale isolée. Dans tous les cas, dans les pubertés précoces dissociées, il ne faut pas perdre cet enfant, il faut le revoir à la consultation, puisque l'évolution vers une puberté précoce plus complète peut se voir donc, dans les mois ou dans les années qui après. Voilà. On arrive maintenant au traitement des pubertés précoces. Donc, tout d'abord, les objectifs des traitements, c'est contrôler le développement des caractères sexuels secondaires, freiner la croissance, puisqu'il y aura ce pic de croissance naturelle, mais l'enfant, il va finir plus petit qu'il le faut, puisque la durée de la puberté va être raccourcie, de la croissance, pardon, va être raccourcie, freiner la maturation osseuse, rétablir le bilan hormonal et améliorer surtout le retentissement donc, psychologique. On ne peut pas imaginer une fillette de 5 ou 6 ans qui a déjà ses règles et qui va à l'école. Donc ça, c'est très important sur le plan psychologique. Et toujours avoir en tête donc le pronostic de taille finale. Si on finit sa puberté précocement, on va finir donc de grandir de façon plus précoce. Et donc avoir une taille finale qui est inférieure à la taille qu'il nous faut. Donc, on commence par le traitement des pubertés précoces centrales. Donc, les pubertés précoces centrales, donc, on les traite selon l'étiologie. Donc, quand il s'agit d'une étiologie organique, il faut traiter la cause, donc s'il s'agit d'une tumeur, etc. Mais quand la puberté précoce centrale elle est idiopathique, donc il n'y a pas de lésion à l'IRM, il n'y a pas de lésion à l'IRM ou elle est organique mais sans qu'il y ait des tumeurs qu'il faudra enlever, par exemple l'amartome, l'hydrocéphalie, etc. Dans ce cas-là, on va utiliser les agonistes de la LHRH. Pourquoi un agoniste?
parce que si on se rappelle donc, de la sécrétion physiologique de la GnRH, en fait la GnRH c'est la sécrétion, c'est le caractère pulsatile qui va stimuler en fait l'activation de l'axe hypophysaire. Donc le fait de supprimer cette sécrétion pulsatile en donnant des doses élevées d'agonistes de la LHRH, ça va donc freiner donc, la puberté. La molécule qu'on utilise, c'est la triptoréline, c'est le décapeptide, avec des injections IM intramusculaires mensuelles. Les indications de ce traitement, c'est toute puberté précoce centrale chez le garçon. Donc, quel que soit, il faut le traiter. Chez les deux sexes, c'est les pubertés précoces centrales organiques. Donc, les pubertés précoces organiques, quel que soit, il faut les traiter, sauf s'il s'agit bien sûr de tumeurs graves. À ce moment-là, il faut bien sûr envoyer l'enfant pour un traitement spécifique. Et chez la fille, si la puberté précoce centrale idiopathique elle est évolutive, on va traiter. Mais si elle n'est pas évolutive, on ne va pas traiter. Donc, pour dire évolutive, c'est le fait d'avoir les critères suivants. C'est le passage d'un stade à un autre en moins de 6 mois, une vitesse de croissance accélérée supérieure à 6 cm par an, l'avance de l'âge osseux de moins de 2 ans par rapport à l'âge chronologique, une hauteur utérine à l'échographie qui va dépasser les 35 mm, la présence d'une ligne de vacuité à l'échographie et un pic de LH, donc sous stimulation par la GnRH, donc le test de LHRH, qui va dépasser les 5 unités par litre. La surveillance du traitement des pubertés précoces centrales, donc c'est une surveillance clinique avec la surveillance bien sûr des courbes de poids et de taille, de la vitesse de croissance, la surveillance des caractères sexuels secondaires avec les stades de Tanner, il faut surveiller l'évolutivité des stades et la tolérance donc du traitement. La surveillance elle est aussi biologique une fois tous les 3 mois, bien sûr par le dosage des gonadotrophines et par le dosage des stéroïdes sexuels, et il va falloir au bout de 6 mois de traitement refaire donc le test de LHRH pour s'assurer de la négativation de ce test sous traitement prénateur, et bien sûr une surveillance radiologique, c'est une fois tous les 3 mois à peu près, ou tous les 6 mois, c'est l'échographie pelvienne et l'âge osseux. Pour ce qui est du traitement des pubertés précoces, des pseudo-pubertés précoces ou des pubertés précoces périphériques, donc c'est un traitement étiologique, c'est en fonction d'étiologie. Par exemple, c'est le traitement hormonal substitutif dans l'hyperplasie congénitale surrénale, ou bien un traitement chirurgical, plus ou moins une chimiothérapie ou une radiothérapie pour les tumeurs donc gonadiques ou surrénaliennes. Voilà, donc en conclusion, une évaluation rigoureuse reste indispensable dans les pubertés précoces. Les indications des traitements par agonistes de la LHRH doivent être limitées aux pubertés précoces centrales évolutives, bien sûr idiopathiques, mais les pubertés précoces centrales organiques et celles chez le garçon doivent être traitées. Un traitement adéquat est le seul moyen de préserver un pronostic de taille génitale normal chez les enfants. Donc, et on enchaîne avec une petite évaluation. Donc, le QCM numéro 1, une puberté précoce chez la fille se définit par, donc la réponse c'est A, c'est apparition des caractères sexuels secondaires avant l'âge de 8 ans. Parmi ces signes cliniques, quels est ou quels sont ceux ou celles qui s'observent dans les pubertés précoces? Donc, le développement des caractères sexuels secondaires, oui. L'avance staturale, oui. L'avance de la maturation osseuse, oui. Le ralentissement de la croissance, au contraire. Une obésité, donc pas forcément. Ce n'est pas toujours le cas. Les examens complémentaires nécessaires pour le diagnostic des pubertés précoces centrales sont le dosage de la FSH/LH, le dosage de l'oestradiol plasmatique, le dosage de la testostérone, l'IRM hypothalamo-hypophysaire et l'échographie abdominaux, donc pelvienne. Toutes les réponses sont justes. Donc on a dit que c'est les pubertés précoces centrales. Donc l'IRM, il est obligatoire. Parmi les étiologies suivantes, quelles sont celles qu'on peut retrouver au cours d'une puberté précoce centrale? Une tumeur cérébrale, oui. Une malformation cérébrale, oui. Une tumeur ovarienne, non, c'est une cause de puberté précoce périphérique. Une tumeur surrénalienne, non, c'est une cause de pseudo-puberté précoce. Et une hydrocéphalie, oui. Donc les bonnes réponses, c'est A, B et E. Et je vous remercie de votre attention.